Réussi traditionnellement sur les dernières années du côté de la formation FDJ, et on retrouve désormais les images du direct. Voilà le vent, des cassures, des bordures, et à l'avant de la course, Cédric, on se retrouve à une petite vingtaine de coureurs. Oui, et avec quand même les grands noms, puisque les coureurs sont passés il y a très peu de temps au premier sprint intermédiaire qui a déjà été remporté par Alexander Kristoff. Vous voyez que la formation Astana a fait un coup de bordure et sans aucune surprise, vous voyez qu'on retrouve une bonne vingtaine de coureurs ici parmi le groupe de tête, avec un peu plus d'une minute 20 d'avance sur le deuxième groupe, parce qu'il y en a un petit peu partout, et l'explication est simple, c'est que le vent vient de la partie gauche de la route. Vous le voyez, l'éventail nous l'indique clairement, et donc les hommes forts se retrouvent rapidement en tête de course. Alors on a la formation Bora-Argon, on a une belle présence de l'équipe Katusha, la formation Dimension Data, avec Tyler Farrar, avec Mark Cavendish, Alexander Kristoff. On retrouve, vous l'avez dit déjà, les principaux favoris, Daniel Haus également pour la formation BMC, et derrière quand on se fait piéger ainsi, eh bien c'est forcément très compliqué. Il reste 68 km à couvrir, l'écart est de 1 minute et 7 secondes. Ça peut créer des écarts, et le Tour du Qatar peut déjà se jouer sur cette première étape. On pourrait presque dire, Cédric, que le vainqueur du classement général du Tour du Qatar peut se trouver déjà dans ce premier peloton, dans ce premier groupe. Oui, effectivement, parce qu'on retrouve quand même ce qui se fait de mieux ici sur cette édition du Tour de Qatar, avec les trois grands favoris, il faut le dire, Alexander Kristoff, Mark Cavendish, et puis surtout aussi Greg Van Avermaet, vous voyez, avec la formation BMC bien représentée ici aux avant-postes. Donc pour l'instant ça roule parfaitement bien. Ici au niveau du peloton, vous voyez que l'entente est peut-être un petit peu moins bonne. Il manquerait une équipe Ethics Quick-Step, peut-être, il manquerait une formation Trek Segafredo, mais je pense que si ces équipes avaient été présentes, elles auraient été dans la première bordure. Donc ça va être compliqué pour ce peloton d'aller rechercher cette minute. On va voir les équipes qui se relaient ici en tête de peloton, mais quand on a déjà ce qui se fait de mieux à l'avant de la course, c'est compliqué de rétablir la situation. Sébastien Turgot pour l'équipe AG2R La Mondiale est présent à l'avant de la course. Concernant, ça c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième. Là on est dans le peloton, oui, ça c'est une image du peloton, vous voyez, avec les coureurs de la formation. Alors le problème, c'est que même si on a des coureurs dans le premier groupe, on est obligé de passer pour ne pas se faire piéger, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on passe pas forcément pour faire avancer ce groupe, ni pour aller chercher le groupe de tête, mais pour pouvoir bénéficier d'un petit moment d'abri. Donc j'ai l'impression que l'entente ici, elle n'est pas forcément parfaite. On doit être à 5-6 à tourner, alors qu'à l'avant, je pense qu'on est exactement 19 coureurs dans le premier groupe. Et là, évidemment, ça tourne probablement plus vite. Mathieu qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, pas de grands favoris sur ce Tour du Qatar et beaucoup de grandes équipes absentes. Victoire de Modolo aujourd'hui. Gilbert qui nous dit très sympa de voir les coureurs se préparer dans la rue au cul des voitures. Cela fait ambiance course d'amateurs. Oui, ça fait ambiance amateur, et effectivement on n'a pas l'habitude sur les grands rendez-vous de pouvoir voir les coureurs comme ça se changer juste à côté des voitures. Parce qu'il n'y a pas de bus évidemment, il n'y a pas de mobil-home, tous les véhicules habituellement utilisés par les formations n'ont pas fait le déplacement bien sûr au Qatar, donc on fait avec les moyens du bord. Non, et puis comme il fait bon, c'est vrai que les coureurs aiment bien être aussi à l'extérieur pour se changer. On aperçoit aussi déjà Greg Van Avermaet, vous voyez, ça c'est vraiment le premier groupe ici qui... Arnaud Gérard notamment à l'avant de la course pour la formation Fortuneo, Vital Concept. On est bien organisé puisque l'écart grandit, 1 minute et 20 secondes, 1 minute et 25 secondes désormais pour ce groupe de tête. Alors vous savez qu'il n'y a pas que le Tour du Qatar, notamment il y a d'autres épreuves actuellement qui se déroulent. On peut revenir sur la victoire de Jérôme Coppel qui s'est imposé sur l'étoile de Bessèges, qui a réalisé le coup double, victoire d'étape pour lui, et notamment victoire au classement général. Les Français qui, Cédric, ont brillé cette année sur l'étoile de Bessèges, avec un Thibaut Pinot déjà très en forme, Sylvain Chabanel qui s'est imposé pour sa nouvelle formation Direct Energy, et puis parallèlement à cela nous avons également la victoire de Froome sur l'Herald Sun Tour. Ça court un peu de tous les côtés, un peu partout. Mais c'est parti relativement vite, j'ai envie de vous dire. On a eu une belle performance des coureurs de la formation Direct Energy sur l'étoile de Bessèges. On a eu l'équipe Sky qui a été omniprésente tout au long de la semaine dernière, avec Wout Poels en Espagne, avec Christopher Froome et Peter Kinnock en Australie. Donc là vraiment c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'on a l'habitude de voir aussi des coureurs préparer un objectif, c'est-à-dire faire quelques courses de préparation, et j'ai envie de vous dire que plus que jamais il n'y a pas vraiment de course de préparation.
dès que ces champions se présentent sur une épreuve, ils sont déjà quasiment à 100% de leurs moyens, capables de remporter l'étape. Et donc ça nous promet évidemment une belle saison 2016. Et c'est un peu le cas aussi ici sur cette épreuve. Vous voyez Edvald Boasson-Hagen aux côtés de Mark Cavendish pour la formation Dimension Data. Et on retrouve déjà ces coureurs aux avant-postes qui vont se livrer probablement une belle bagarre aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine. Alors on va faire le point. On retrouve à l'avant de la course Quinzato. Il y a Michael Scher pour la formation BMC, Greg Van Avermaet, il y a Mark Cavendish, vous l'apercevez avec son dossard numéro 11. On peut signaler la présence également de Tyler Farrar. Côté français, on le rappelle, nous avons Arnaud Girard pour l'équipe Fortuneo Vital Concept, Manuel Quinzato, ça remonte sur la gauche notamment. Là on est dans le premier peloton, oui bien évidemment, avec également Zico Veintens pour la formation Giant Alpecin. Du côté de l'équipe Katusha, on est présent autour d'Alexander Christophe, Sven-Erik Bistrom, qui lui avait brillé il y a quelques mois, quelques années désormais sur les championnats du monde espoir, notamment pour la formation United Healthcare. On a un coureur qui est présent également à l'avant de la course. S'agit-il de Marco Canola, Danielos bien sûr pour la formation BMC, ça on l'a déjà dit. On découvre en même temps que vous les coureurs qui sont présents à l'avant. Edvald Boasson-Hagen, Nils Politt, coureur allemand de la formation Katusha, le voici avec son dossard numéro 1, Alexander Christophe, Sacha Modolo. Ce pas piégé du côté des sprinteurs, on est déjà en forme bien évidemment. Oui, c'est la première course pour Alexander Christophe qui, comme à son habitude ces dernières années, débute sa saison sur le Tour du Qatar. C'est devenu une habitude pour Alexander Christophe. Alors c'est vrai qu'il y a une petite incertitude sur la participation de cette équipe. Vous savez qu'il y a eu un coureur de la formation Katusha qui a été contrôlé positif en début de saison. Donc c'est vrai que la réglementation impose que s'il y a 2 contrôles en l'espace d'une année, l'équipe est suspendue. On va suivre avec attention ce que l'Union cycliste internationale va décider, mais toujours est-il que Alexander Christophe et ses coéquipiers ont pu prendre le départ aujourd'hui du Tour du Qatar. Et on voit que Alexander Christophe est déjà dans l'allure. Christophe, c'est 3 victoires d'étape. L'an passé sur le Tour du Qatar, il avait remporté la 2e étape, la 4e étape et la 5e étape. Et porté le maillot de leader du classement général remporté par Niki Terpstra. On peut revenir, Cédric, sur les raisons qui ont poussé les organisateurs à ne pas inviter cette année, des raisons notamment extra-sportives. On a décidé du côté du Qatar de ne pas inviter l'équipe belge de Patrick Lefebvre, l'équipe Ethics Quick-Step. Oui, c'est vrai que je vous le disais tout à l'heure en introduction, il y a pas mal d'équipes qui ne sont pas présentes ici sur les routes du Tour du Qatar alors qu'elles l'étaient les éditions précédentes, et chacune pour des raisons bien diverses. Pour des raisons de stratégie, de calendrier. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la formation Ethics Quick-Step, nous avons appris que cette équipe avait sollicité une carte d'invitation pour le Tour du Qatar, et la fédération qatarienne de cyclisme a décidé de ne pas allouer de carte, tout simplement pour un problème de manque de discipline, de respect récurrent visiblement ces dernières années. Ce qui s'est passé clairement, c'est qu'on a un peu trop fêté la victoire il y a un an de Niki Terpstra après la course du côté de Doha. Qu'on a souhaité faire un petit rappel à l'ordre concernant cette attitude. Oui, c'est vrai, je crois que bon, c'est surprenant parce que c'est vrai que l'équipe Ethics Quick-Step a eu vraiment une mainmise totale. Mais et le nom de la formation Ethics Quick-Step est forcément associé au Tour du Qatar. C'est eux qui ont vraiment marqué leur empreinte, mais visiblement les problèmes de discipline connus avec cette équipe par le passé ont été un petit peu plus importants. On a aussi parlé de manque de respect vis-à-vis du personnel du Tour du Qatar au niveau du timing du protocole, c'est-à-dire qu'on tardait pour venir au protocole, et puis voilà, la punition a été stricte, c'est-à-dire qu'on a décidé tout simplement de ne pas inviter la formation Ethics Quick-Step qui n'était pas la bienvenue cette année. Ouais, et la déclaration est claire, notamment du côté des organisateurs. Il y a eu trop de problèmes de discipline avec cette équipe par le passé, des mauvais comportements, des protocoles peu respectés. Nous les avons prévenus plusieurs fois, sans effet. Ainsi, nous avons pris la décision de ne pas les convier cette année. Malgré leur passé victorieux sur cette épreuve, nous tentons de faire des efforts pour que tout se passe bien entre nous, les organisateurs et les équipes. Cette décision vaut pour 2016 et nous espérons les revoir l'année prochaine.
Oui, nous aussi, évidemment, hein. C'est vrai que c'est toujours un peu choquant. D'autant plus que le double vainqueur sortant Terpstra, l'homme qui a marqué le Tour du Qatar, Tom Boonen, ne sont pas présents cette année. Je pense qu'on aura retenu la leçon, hein. Ouais, ça laisse des opportunités en tout cas pour les autres coureurs. Oui, parce que c'est pas parce que la formation ETX Quickstep n'est pas présente, c'est pas parce que la formation Trek de Fabian Cancellara ni celle Tinkoff de Peter Sagan n'est pas présente que nous n'allons pas avoir une belle course cette semaine. La preuve, c'est que déjà, vous le voyez, hein, il n'y a pas d'ETX Quickstep, celle qui avait pour habitude de créer des bordures, et pourtant on retrouve une vingtaine de coureurs ici en tête de course. La course est déjà partie sur les chapeaux de roue, et moi j'ai même l'impression que la course sera plus ouverte cette année. Ça va peut-être nous donner une bagarre jusqu'à la dernière étape, parce que c'est vrai qu'en général le classement a été fait un petit peu avant. Il est là, le champion de France Steven Traunet avec son maillot tricolore pour l'équipe Fortuneo Vital Concept. On aperçoit également Johan van Sommeren pour l'équipage des 2R la mondiale. Dans le deuxième groupe, hein, vous voyez, il y en a un peu partout. On ne peut pas parler de peloton. On a des groupes d'une vingtaine, trentaine de coureurs un peu partout ici sur la course. Et les seuls capables encore de revenir sur la tête de course sont évidemment les coureurs qui composent ce deuxième groupe, qui est toujours pointé à 1 minute 20. C'est-à-dire que le premier peloton a roulé relativement vite, et actuellement sur les routes du Tour du Qatar, on roule plus ou moins à la même vitesse en ce qui concerne ces deux groupes. Il faut espérer évidemment un regroupement, ce qui donnerait un petit peu plus de suspense pour la fin de course, mais ça va pas être facile, hein, parce que vous voyez qu'ici à l'avant personne ne rechigne à travailler. On a vraiment des coureurs qui se relaient parfaitement, et puis aucun gros favori n'a été piégé, tout simplement. Ce qui signifie qu'on va assister à un très beau sprint. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sprint, je sais pas, hein, je crois qu'il risque encore de se passer peut-être des choses. On a quelques changements de direction aujourd'hui sur cette... Si, un sprint évidemment, vous mais pensez à des attaques? pourquoi pas un Daniel Oss essayer de fausser compagnie par exemple. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de coureurs qui dans ce peloton sont battus en cas d'arrivée au sprint. Absolument, et puis certains coureurs, je pense, doivent déjà penser au contre-la-montre. Vous savez, oui. on est dans un format un peu plutôt similaire par rapport aux années précédentes, mais il y a quand même une étape en moins, c'est-à-dire qu'on est sur 5 jours de course avec un contre-la-montre, donc il y aura moins de bonifications allouées aux sprinteurs, donc peut-être un avantage à ceux qui vont bien dans le contre-la-montre. Je pense à des coureurs comme Daniel Oss par exemple, donc l'occasion d'aller chercher quelques secondes encore aujourd'hui. Quand on va arriver dans les 20 derniers kilomètres, il faudrait être attentif. La formation Astana avec un seul coureur à l'avant de la course. Il s'agit notamment du leader Andrea Guardini, présent au sein de cette formation Astana. Également Lars Boom, qui lui a participé au championnat du monde de cyclocross à Zolder, qui n'a pas brillé d'ailleurs, qui était présent également sur les routes du Tour Down Under. On le retrouvera peut-être sur le contre-la-montre, Lars Boom. Je pense. Alors c'est vrai que Lars Boom est en train d'essayer de briller sur tous les terrains, et c'est compliqué, hein. Vous savez que pour être brillant, il faut essayer de cibler ses objectifs. Là, j'ai l'impression qu'il se disperse un peu. On le voit en Australie sur le Tour Down Under, décalage horaire. Mais il prend l'avion, il revient. Je pense qu'il a tenté un coup sur les championnats du monde de cyclocross, un peu à la Stibar. Souvenez-vous, il y a 2 ans, Zdenek Stibar n'avait pas fait toutes les manches de Coupe du Monde, n'avait pas fait tout le calendrier de cyclocross pour s'aligner au départ des championnats du monde, et ça avait marché. Et je pense qu'il a essayé de refaire un petit peu ce coup-là avec toute une partie foncière et tenter sa chance sur les championnats du monde. Il fait pas un si mauvais championnat du monde que cela. Attention, changement de direction, et là forcément, hop, on part de l'autre côté. C'est là où il faut être vigilant, Cédric. C'est là où il faut être vigilant, et surtout ne pas rester trop à l'arrière du groupe, hein. Vous voyez, hein, que pour l'instant, tous les coureurs qui composent ce groupe essaient de se relayer. On a les coureurs de la formation Bora Argonne ici à l'arrière. C'est vraiment important de pouvoir être protégé par les coureurs qui vous précèdent. Donc plutôt que de rester dans les dernières positions, il faut vraiment passer à l'avant. Et vous voyez ici tous les coureurs de la formation Giant Alpecin, qui sont quand même 3 sur 5, hein, c'est pas mal, hein. Ils ont plus de 50% de leur effectif qui est représenté ici à l'avant, mais qui essaie de bien s'organiser. Alors c'est vrai qu'avec ce changement de direction, avec ces larges routes rectilignes, et puis surtout le fait qu'on ait environ une vingtaine de coureurs, ça pose pas vraiment de problème pour tous ces coureurs, et nous le voyons, hein, ici le dernier coureur, celui qui ferme la marche, à savoir Andersen, le coureur de la formation Giant Alpecin, est à l'abri, donc aucun risque. Et vous voyez le deuxième groupe qui se rapproche un peu, qui a grappillé une quinzaine de secondes sur ces derniers kilomètres.
Nous le revoyons ici. Bon, il ne s'agit pas vraiment du peloton parce qu'on a encore des coureurs qui se retrouvent à l'arrière, mais on est bel et bien dans le deuxième groupe, le groupe de chasse, celui qui est en train d'essayer de revenir avec Marco Marcato notamment pour la formation Wanty Groupe Gobert. L'équipe Lotto Jumbo avec... Eux se sont fait piéger, hein. Eux, Ouais. il faut rouler, hein. Il n'y a pas à chipoter. Alors ils n'ont pas forcément un coureur capable de briller au sprint, même si Moreno Offland a une belle pointe de vitesse. On a connu des débuts difficiles, hein. Tout de même au sein de cette équipe, on espérait plus de résultats. L'an passé, ça a été première année d'existence compliquée. C'est peut-être vraiment la formation la plus piégée parce que si vous voulez, je vous parlais en cas d'arrivée au sprint d'une pointe de vitesse de Moreno Offland, c'est vrai qu'il va pas mal, mais il faut aussi penser au contre-la-montre. On en a parlé tout à l'heure, il y aura un contre-la-montre et on a un coureur qui s'appelle Jos Van Emden qui va vraiment bien dans les contre-la-montre, qui a priori doit être capable de faire dans les 5 premiers de cette étape, et c'est vrai que là, on aurait quand même dû réussir à le placer dans le premier groupe. Donc la formation Lotto Jumbo est obligée de réagir à l'arrière. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Cédric, des Français sur ce Tour du Qatar? On va les citer, ils ne sont pas Ils nombreux. sont pas nombreux, hein, On non. l'a dit, deux équipes tricolores, AG2R la mondiale, Fortuneo Vital Concept. On a Steven Tronet, le champion de France, Arnaud Gérard, on a Benoît Jarrier, on a Pierre-Luc Perrichon. Et du côté de la formation de Vincent Lavenu, on va suivre Damien Gaudin, qui est un bon rouleur, Sébastien Minard et Sébastien Turgot. J'ai envie de vous dire que tout ce qui va arriver aux coureurs français sur ce Tour du Qatar sera du bonus parce que franchement, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment un coureur capable de briller au classement général. Peut-être Damien Gaudin s'il réalise un bon chrono et il faudrait rentrer dans les 5 premiers, c'est pas vraiment évident. Mais c'est vrai qu'en termes de pointe de vitesse, on sait que Steven Tronet va vite, le champion de France. Mais bon, il n'a peut-être pas encore atteint la plénitude de ses moyens cette année. Il faut prendre ses marques au sein de cette nouvelle formation. Donc vraiment, si on devait avoir une victoire française cette semaine, ça serait vraiment une très heureuse surprise. Une minute, vous voyez, on est en train de revenir tout doucement. On retrouve cette topographie complètement particulière, hein, pour le Tour du Qatar avec ses longues lignes droites. Du côté des coureurs, on est bien évidemment concentré sur la course, mais c'est parfois un peu monotone. Oui, c'est aussi la raison pour laquelle il faut bien rester concentré sur son vélo, parce qu'on a parfois, c'est vrai, tendance un peu, j'ai pas envie de vous dire à s'endormir, mais on n'a pas beaucoup de changements de direction, donc il faut rester bien sûr vigilant, concentré. On voit ici un coureur de la formation Giant venir au ravito. Ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'on a une qualité d'image et de retransmission bien supérieure à celle des années précédentes, et c'est tout à fait normal puisqu'on est en phase de test, sachez-le, du côté de l'organisation du Tour du Qatar, puisque les championnats du monde seront tout simplement organisés à Doha en fin d'année au mois d'octobre. Donc c'est une phase de répétition pour tout le monde là-bas sur place avant le grand rendez-vous des championnats du monde. Et là, eh bien, autant vous dire que évidemment nous retrouverons tous les grands favoris, les grands sprinteurs, hein, notamment du peloton international. On aurait aimé voir Nasser Bouhanni par exemple au départ de ce Tour du Qatar, pour la formation Cofidis. Arnaud Démarre, pourquoi pas aussi, hein. On sait que les coureurs se sont déjà produits sur les routes du Tour du Qatar. Alors, moi je pense que vous savez, chaque équipe a des raisons bien différentes pour ne pas être présente cette année sur les routes du Tour du Qatar. Le calendrier est assez riche, mais vraiment en termes de préparation aux rendez-vous importants que constituent les classiques, le travail que les coureurs effectuent ici sur les routes du Tour du Qatar aujourd'hui et qui vont effectuer jusqu'à vendredi sera un travail vraiment primordial pour se placer avant les moments importants sur des courses comme le Tour des Flandres, Milan-San Remo. C'est vraiment un travail d'intensité qu'on peut presque pas faire à l'entraînement chez soi, et moi je suis curieux de voir un peu comment vont se comporter les adversaires de Christophe sur les classiques, mais au vu de ce qui se passe actuellement, on voit que Christophe est déjà immédiatement dans l'allure. C'est vraiment un travail spécifique qui est nécessaire et qui était devenu incontournable pour les équipes qui ont changé de plan cette année. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur les classiques. Ce qui est sûr, c'est que cette préparation fonctionne, en tout cas pour Alexander Christophe qui a réalisé un début de saison canon l'an passé et qui va bien sûr reproduire, hein, le même schéma, le même programme avec en point de mire les classiques, bien sûr, on l'a dit, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et bien évidemment Milan-San Remo.
Oui, on roule vite sur les routes du Tour du Qatar, hein, je vous disais tout à l'heure, plus de 52 km/h de moyenne. On utilise un braquet important, les coureurs sont sur le 53 dans l'avant et ça fume parfois sur le 11 dans l'arrière, c'est-à-dire qu'on met vraiment le braquet le plus important. On tourne vite les jambes, nous le voyons aussi ici avec Sacha Modolo, donc il y a vraiment une intensité d'effort sur ce Tour du Qatar qui, à mon sens, est un point de passage obligatoire dans le travail préparatoire au classique. Donc, et puis ces jours qui se suivent permettent aussi aux coureurs de rallonger, parce que nous l'avons vu ces 2 dernières années, les coureurs pour la plupart après les étapes prennent encore leur vélo pour rentrer à l'hôtel en vélo pour allonger d'1 heure ou un peu plus, parce qu'ils sont tous logés du côté de Doha évidemment. C'est le Saint-Régis cette année, les hôtels de très bonne qualité qui est proposé. Donc voilà les conditions météo. Que vous connaissez bien d'ailleurs, Cédric, non? Oui, que nous connaissons bien. Et non, je pense qu'il y a vraiment... Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu la présence de Dubaï la semaine dernière. D'ailleurs, Mark Cavendish est l'un des seuls coureurs avec Mark Renshaw dans cette échappée à avoir à la fois participé au Tour de Dubaï qui s'est terminé samedi et au Tour du Qatar. Ah, vous voyez, hein, ce sont les coureurs de la formation Lotto Jumbo. Et ça paye parce que l'écart diminue. Oui. Alors, je pense qu'on s'est réorganisé à l'avant, vous voyez, à l'arrière, pardon, alors qu'à l'avant, j'ai l'impression qu'on tourne gentiment à la même allure. Vous voyez qu'on force plus vraiment. On a fait un peu le break. Et avec 48 secondes sur ces longues lignes droites, ça doit permettre à ces coureurs d'avoir le groupe de tête en point de mire. D'ailleurs, vous voyez, hein, il y a des petites cassures qui se créent. C'est vraiment le deuxième groupe qui a accéléré pour revenir à 48 secondes. Important de bien rester dans les roues, de bien rester protégé, de bien retomber dans les roues lorsque on s'écarte et lorsque l'on est dans la file descendante. Vous voyez là, il ne faut pas relâcher la pression, hein. C'est-à-dire que vous voyez, on a repris une bonne trentaine de secondes. Là maintenant, il faut vraiment aller rechercher ce premier groupe parce qu'après c'est fini. On ne peut pas jouer comme ça avec des coureurs de la trempe de ceux qui se trouvent devant. Et on a tout intérêt aussi pour la formation Astana à collaborer parce que Guardini est seul devant, hein. C'est un désavantage. Et Julien le confirme sur le hashtag Vélo Extra. Julien Dumé, le second groupe va rentrer, ça roule moins fort devant. Alors on va peut-être accélérer. Hein, alors on n'a pas de liaison radio puisqu'on est dans une course. On a une liaison radio? Oui, me semble-t-il, puisque effectivement on est en 2016, changement de réglementation. Mais on voit que sur cette portion d'autoroute un peu sur laquelle se retrouve le premier groupe, on a repris une dizaine de secondes, on redonne peut-être un peu d'intensité. Toujours est-il qu'il y a un bras de fer qui est engagé ici entre les hommes qui se trouvent et qui composent le premier groupe avec un Mark Cavendish première position et puis la formation Lotto Jumbo essentiellement à l'arrière qui essaie justement de revenir et qui peut être en train de reperdre un peu de temps. Et Guardini qui passe son relais. On va pouvoir constater peut-être de l'écart grâce à cette vue d'hélicoptère. C'est repassé désormais au-dessus de la minute, 1 minute et 10 secondes. Forcément devant on a l'information, on sait que ça rentre derrière, on sait que on a accéléré, donc on peut adapter sa vitesse. Oui, et puis surtout on a réussi à réaliser une première sélection, c'est-à-dire à éliminer des coureurs rapides comme Moreno Hofland, des coureurs dangereux pour le classement général comme Jos van Emden. Donc évidemment on appuie un petit peu sur les pédales à l'avant. La formation Katusha, vous le voyez, bien représentée avec 4 coureurs ici aux avant-postes, a tout intérêt à essayer de redynamiser parce que pour l'instant c'est un scénario idéal pour des coureurs comme Van Avermaet, comme Christophe ou même comme Cavendish, parce que je vous le disais tout à l'heure en introduction, Cavendish n'a toujours pas gagné de course cette année. C'est intéressant pour un coureur comme Greg Van Avermaet d'être déjà présent à l'avant de la course. Il vise bien sûr les classiques, ça veut dire que il a bien travaillé cet hiver et qu'il est déjà bien en jambes. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de prendre une autre dimension. On avait pour habitude de dire voilà, Greg Van Avermaet c'est un coureur qui est très bon mais qui n'arrive pas à mettre la balle au fond, qui n'arrive pas à gagner. Qui n'arrive pas à gagner, voilà exactement. Or il nous l'a prouvé l'année dernière, il est quand même en train de franchir les échelons, il se comporte tout simplement comme un patron. Alors c'est important aussi pour lui vis-à-vis du statut de leadership au sein de cette formation BMC parce qu'on sait qu'il y a Philippe Gilbert qui mise aussi sur les Flandriennes, donc il faut vraiment s'imposer. La meilleure façon de s'imposer c'est de briller sur les courses comme est en train de le faire pour l'instant Van Avermaet. C'est vrai que ne pas le retrouver dans le premier groupe ça aurait été quand même un échec pour lui. On peut pas, quand on est un coureur qui a le statut de leader dans une équipe qui vise une victoire dans les grands monuments du cyclisme dans quelques semaines, on ne peut pas ne pas faire partie de ce premier groupe. Ça sera un échec cuisant. On aperçoit Arnaud Gérard. On a un Français à l'avant de
de la course. C'est une bonne nouvelle, tout seul, un peu isolé au sein de sa formation. Il a réussi à prendre le bon train. Et vous voyez, hein, il participe évidemment à la progression de ce groupe. Il a tout intérêt, de toute façon, Arnaud Gérard, il est bien placé là devant. Ça va le mettre évidemment tout de suite dans une bonne posture pour le classement général. Il ne faut surtout pas trop en faire non plus. Et puis après, il va falloir, on va rentrer dans une deuxième phase quand on va arriver à 20 km de l'arrivée. Là, il va falloir essayer, pourquoi pas, de tirer son épingle du jeu. Parce que évidemment, il y a des bons sprinteurs dans ce premier groupe. Mais vous l'avez vu par exemple hier, Stein Vandenberg a réussi à résister au retour du peloton sur le Tour de Valence pour l'emporter. Pourquoi pas voir un coureur essayer de fausser compagnie à ses compagnons et de l'emporter seul aujourd'hui. Pierre-Luc Berrichon pour l'équipe Fortuneo Vital Concept, en pleine discussion avec Steven Traunet, le champion de France. Thierry qui pose cette question sur le hashtag Vélo Extra. Bonjour Manu, bonjour Cédric, bonjour à vous Thierry. Dans le cadre de la préparation des coureurs, le style de parcours n'est-il pas trop peu variable? Effectivement, on vient sur le Tour du Qatar pour faire des kilomètres rapides, pour essayer d'avoir une intensité de course avec le vent. Vous voyez, on est quasiment tout le temps en échappée sur le Tour du Qatar. C'est comme si vous faites 150 ou 170 km d'échappée. Moi, je pense que c'est un exercice qu'on ne peut pas vraiment pratiquer à l'entraînement parce qu'on a une intensité d'effort qui est importante. Si on mixe Qatar et Oman, où on a des routes un petit peu plus vallonnées, et c'est ce que proposent les organisateurs notamment, évidemment on a 2 semaines de travail complète. Mais vous savez, les coureurs qui sont présents ici sur le Tour du Qatar sont souvent ceux qui veulent briller sur les classiques, comme Quinciato, comme Os, comme Christophe, et ils retrouvent vraiment un terrain à leur convenance, donc ils n'ont pas vraiment besoin de monter des côtes de 5-6 km pour briller sur le Tour des Flandres ou Milan-San Remo. Tom Steiner qui est là avec notamment Soren Andersen également. Ils sont 3, hein, ils sont 3 sur 5, c'est pas mal. Stam Snyder. Pas simple à dire, non, pas simple à dire. Nous sommes à Al Davodia. Se rapproche tranquillement, nous sommes désormais sous la barre des 50 km, moins de 50 km de l'arrivée, l'écart se stabilise autour de la minute. Oui, alors ça c'est compliqué, hein. Vous voyez ici toutes les voitures des directeurs sportifs qui suivent le groupe de tête, et avec 1 minute on doit imaginer que la tête du deuxième groupe doit apercevoir justement la dernière voiture qui suit ce premier peloton. Mais vous voyez, hein, pour l'instant on n'arrive pas, on était redescendu tout à l'heure à 48-50 secondes, mais on n'arrive pas à revenir à 20 secondes, hein. L'idéal serait de revenir à 20-25 secondes pour que quelques coureurs soient capables de faire le jump pour rentrer sur ce premier groupe. Chami Amar qui pose cette question sur le hashtag Vélo Extra. Bonjour à vous deux. La différence, bonjour Chami, la différence de température entre le Qatar et l'Europe pour les classiques, n'est-ce pas un problème? Non, pas du tout, hein. On le disait tout à l'heure, entre 22 et maximum 25 degrés. C'est une bonne température. On est loin des 35-40 qu'on a parfois connus sur le Tour Down Under, où là, effectivement, il y a une vraie différence. Alors c'est sûr que quand on se retrouve sur un Tour des Flandres ou un Milan-San Remo sous la neige, comme c'était le cas, bon, il y a un petit décalage de température, mais vraiment la température qui règne au mois de février sur le Qatar est idéale pour préparer. D'ailleurs, beaucoup de coureurs sont en stage du côté d'Alicante, du côté de Benidorm, et il fait souvent plus ou moins la même température, c'est-à-dire 20-22 degrés. Décalage horaire, c'est pas non plus catastrophique. Il n'y a que 2 heures de décalage horaire entre les coureurs ici et les classiques, enfin l'heure qui assure les courses de classiques. Mais non, je pense que... Et puis surtout, l'avantage, c'est aussi d'avoir des transferts limités, c'est-à-dire que les coureurs reviennent chaque jour sur le même hôtel. Ça leur permet de rallonger, de finir un petit peu les étapes tranquillement pour recycler l'acide lactique. Vous voyez, avec un vent 3/4 favorable, légèrement, on voit que ça roule relativement vite, donc le vent vient légèrement de la partie droite, et tous ces coureurs qui sont quand même sur des braquets relativement importants, hein. Je vous parlais de 53 pour le braquet à l'avant, on est souvent presque sur les petits pignons de la roue libre. La formation polonaise aussi de David Rebellin qui s'est fait piéger. Ouais, absolument. Bon, c'est Polsat Polkovic. Ouais, on n'attendait pas vraiment David Rebellin sur ce type de parcours, hein. C'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais bon, quand on fait partie d'une course, quand on a une vingtaine de coureurs qui composent le premier groupe, on est obligé de rouler à l'arrière quand on n'a pas de coureurs représentés. Si vous ne connaissez pas nécessairement le cyclisme, et c'est le cas parfois, puisque vous savez que InSport est évidemment une chaîne
omnisport, donc vous pouvez être abonné de Beansport, suivre, je sais pas, du handball, du football, bien sûr, et être curieux et tomber sur ce tour du Qatar. L'importance du vent, vous avez vu notamment qu'il y a une file qui monte et une file qui descend. Cédric l'a dit, le vent vient de la droite, donc l'intérêt, là, on le voit bien sur cette image, l'effort, là où l'effort est le plus violent, eh bien c'est pour les coureurs qui montent, qui passent le relais. Donc on va chercher à les protéger du vent, on va chercher à faciliter cette progression. Et on va s'écarter comme le fait, voilà, le coureur de la BMC avec son dossard numéro 35. On s'écarte dans le vent et là l'intensité est moins forte et on se laisse retomber tranquillement. Voilà, et on essaie de reprendre, vous voyez hein, que les coureurs ne se laissent pas complètement glisser immédiatement à l'arrière, ils reprennent la roue du coureur qui le précède pour être protégés aussi du vent. En fait, il faut tout le temps utiliser le sillage du coureur qui vous précède pour vous protéger du vent et pour pouvoir évidemment progresser plus facilement. Alors ça demande un effort constant, c'est vrai qu'il faut toujours être en prise, hein. Même quand on est dans les roues, il faut chercher à se protéger du vent, mais il vaut mieux laisser du jus et de l'énergie en restant dans le relais plutôt que de prendre le vent à l'arrière d'un groupe ou à l'arrière du peloton, parce que le vent de côté comme ça, dès que ça souffle fort, c'est rédhibitoire, on ne peut rien faire, on craque. Alors certes, certains résistent plus longtemps, mais ils finissent tout de même par craquer. Absolument, hein, c'est vraiment important. Alors que bon, quand on a un vent qui est défavorable, qui vient vraiment de face, c'est moins grave. Vous voyez qu'ici on est dans une situation... Il a du ventre, Cavendish. Mais il m'a l'air un peu fatigué, Cavendish, hein. Il fait une petite tête comme s'il n'était pas terrible. Bon, il faut dire qu'il n'a pas été excellent non plus sur les routes du Tour de Dubaï la semaine dernière. Il est toujours tombé sur un Marcel Kittel qui l'a complètement explosé, hein. Il n'y a pas eu match, hein. Marcel Kittel était largement supérieur. On a eu aussi Elia Viviani qui a remporté une belle étape. Et donc Cavendish, effectivement, vient de changer d'équipe. Donc il aimerait bien offrir à cette formation Dimension Data sa première victoire sur cette première étape. Mais bon, c'est pas acquis, hein. Vous savez, on a quand même ce qui se fait de mieux ici en sprinter sur le Tour du Qatar, avec Guardini qui sort aussi lui du Tour du Qatar. On a Christophe qui est relativement frais. Et je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'un coureur qui anticipe ce sprint final. Donc pour Mark Cavendish, il va falloir bien négocier. Des réactions sur le hashtag Vélo Extra, notamment celle de Julien qui nous dit « Je viens de me lever à 12h39 ». Il dit « Oui, je sais ». Je sais pas ce qu'il a fait hier soir, Julien. Mais bon, il a le temps de faire la grasse matinée. Vous pouvez nous refaire la compo du premier groupe, s'il vous plaît, les gars. Bon, on va repartir. On va tenter spécialement pour toi, Julien, parce que tu dormais visiblement en début de retransmission. Les meilleurs sont devant. Ouais, les meilleurs sont devant. Alexander Christophe est devant. Bistrom est devant pour la formation Katusha. Pour l'équipe Dimension Data, on a Cavendish avec à ses côtés plusieurs équipiers et notamment Edvald Boasson-Hagen. Tyler Farrar est également présent à l'avant de la course, donc aucun problème pour Mark Cavendish et l'équipe Dimension Data. Pour l'équipe Giant Alpecin, on a Andersen qui est le leader, Soren de son prénom, avec Tom Steimsteiner, le néerlandais. La formation BMC, le leader est à l'avant de la course. Greg Van Avermaet, il y a également Manuel Quinziato, il y a Daniel Oss qui est également présent à l'avant, sans oublier Michael Scher, le coureur suisse. Pour la formation Bora Argon 18, Sam Bennett avec des équipiers autour de lui, donc là aussi on ne s'est pas fait piéger. L'équipe Fortunio Vital Concept avec un seul français, il s'agit d'Arnaud Gérard. Un coureur de l'équipe Astana, c'est Andrea Guardini qui est présent à l'avant de la course. Il n'y a personne pour l'équipe AG2R, la mondiale, dans le premier peloton. Pour la formation Lotto Jumbo, il n'y a personne puisqu'on a été piégé. Plusieurs coureurs de l'équipe Katusha avec Bistrom, je l'ai dit, bien sûr, Christophe, ça on l'a compris. Sacha Modolo, attention, un des favoris également, un des tout meilleurs sprinteurs présents à l'avant. Un seul coureur de la formation United Healthcare, mais ce n'est pas Marco Cadula, ce n'est pas le leader qui s'est fait piéger. Voilà grosso modo pour la composition de cette échappée et notamment les principaux favoris. Oui, et donc tout simplement pour résumer, les équipes les plus représentées, celle d'Alexander Christophe, 4 coureurs Katusha dans cette échappée, au même titre que la formation BMC. Ces deux équipes ont réussi à mettre 4 coureurs dans ce premier groupe. Et juste derrière, nous avons deux formations qui en ont mis 3, la formation Dimension Data de Mark Cavendish et la formation Bora Argon de Sam Bennett. Sinon, après, évidemment, on est un petit peu en infériorité numérique. Et ça peut être un handicap dans les 20 derniers kilomètres. Funcal sur le hashtag Vélo Extra. Salut à vous deux. Quel est le braquet d'un sprinter type Cavendish Kittel sur ce genre d'étape? On rappelle que Kittel n'est pas présent
sur ce Tour du Qatar. Pour le sprint, vous voulez dire, ou pour la journée? Je pense. Bon, globalement, on est sur un 53-11, c'est-à-dire on a un 53 à l'avant. Alors les coureurs, je ne sais pas s'ils ont mis un 39, mais de toute façon, sur le Tour du Qatar, on passe pas le petit plateau, non, sauf peut-être pour rentrer à l'hôtel, si on veut vraiment rentrer doucement. Et donc on reste sur le 53 dents. Et puis après, on a une roue libre de 11 à 25 avec 11 dents à l'arrière, une roue libre vraiment standard. Mais on utilise évidemment, et vous le voyez, hein, la vitesse moyenne est là pour parler, près de 52 km/h de moyenne. On utilise les plus petits pignons à l'arrière, donc on est souvent sur du 53-11 à 53-15-16 globalement. Nico qui nous dit, et si vous faisiez une vidéo pour nous montrer les effets du vent avec capteur et GoPro? Ouais, bon, peut-être Claudio, on va peut-être penser à ça, Claudio, sur le Tour d'Italie. Julien qui nous dit, oui, pas très affûté le cave. Thierry Salvador, l'intensité de ce vent peut-elle amener à établir des bordures? Ben oui, c'est ce qui se passe clairement. C'est ce qui se passe clairement. Et c'est fait. Et on n'a pas attendu le deuxième jour. Hein. Ça, c'était vraiment la crainte des courants aujourd'hui. Dès cette première étape, on a déjà un écrémage net. Alors là, vous voyez à gauche, nous avons Alexander Kristoff qui fait partie du premier groupe. Nous avions tout à l'heure sur la droite le deuxième groupe, mais aussi beaucoup de coureurs qui se trouvent un petit peu plus loin sur la route. Bon, c'est pas évident, et pour l'instant le leader de cette épreuve c'est Alexander Kristoff qui en a profité pour aller chercher des bonifications. Il y aura tout à l'heure un deuxième sprint intermédiaire devant Mark Cavendish et Sacha Modolo. Voilà. La couleur est annoncée par ces trois sprinteurs, hein. C'est peut-être d'ailleurs le classement de l'étape qui s'est déjà établi sur cette premier sprint intermédiaire, nous verrons. Possible. Sur le hashtag Vélo Extra, Peter Sremi qui nous dit, avec le vent c'est une sortie pour Baraska. Julien Sorel, super, merci, j'étais de Super Bowl hier, ça va. Il était tout de même, il s'est couché tard, mais c'est vrai que le Super Bowl était à suivre sur les antennes de beIN Sport. Ça reste un des événements majeurs du sport mondial. Thomas, les relais comme ça c'est beau. Et oui, c'était pour le sprint, confirmation de Funkel sur le hashtag Vélo Extra, donc il a obtenu sa réponse. C'est vrai qu'on est bien organisé. Regardez avec notamment Daniel Haus là qui va s'écarter. Et Balboa Senhagen. Alors j'ai l'impression qu'on rechigne un petit peu plus. On a vu tout à l'heure Mark Cavendish à l'arrière. On a vu Alexander Kristoff revenir aussi un peu à l'arrière. Je crois qu'on a vraiment besoin de souffler un peu. Hein. Pour beaucoup de coureurs, c'est la reprise. On pense à Kristoff, on pense à Van Avermaet. Ce sont des coureurs qui n'ont pas vraiment fait d'efforts aussi intenses et aussi soutenus que ce qu'ils sont en train de faire actuellement sur cette première étape. Donc à un moment donné, il faut bien souffler, se restaurer, s'hydrater. Et là, on a peut-être un petit moment de répit. Alors il faudrait en profiter à l'arrière parce que vous le voyez, on a toujours l'écart qui oscille entre 45 et 1 minute 10. Donc on est capable de rouler aussi vite dans le deuxième groupe. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de venir rechercher ce premier peloton. On a parlé, Cédric, de l'absence. Oui, là c'est pareil, hein, regardez, l'entente n'est pas parfaite. On a 3-4 coureurs qui se retrouvent devant. On a besoin de souffler. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est plutôt bon signe pour le premier groupe, parce que là on progresse moins vite quand on n'est pas organisé. Là on sent qu'il y a une certaine forme de désorganisation. Il y a un autre absent également de Marc qui avait pour habitude de venir se préparer sur le Tour du Qatar, c'est Fabienne Cancellara. Pas d'équipe Trek Segafredo au départ. Non, l'équipe Trek Segafredo qui a déjà pas mal couru en Australie, hein. Ils ont participé au Tour Down Under, ils ont participé à la Cadel Evans Ocean Race, ils ont participé la semaine dernière au Herald Sun Tour. Ils étaient aussi présents sur les routes à Majorque. Victoire de Cancellara d'ailleurs. Absolument, ils étaient sur beaucoup de fronts, et bon, cette année voilà, on a décidé de changer un peu de programme. Bon, le Tour du Qatar globalement ne réussissait pas vraiment à Fabienne Cancellara sur le point de vue des résultats. Par contre, c'était une base de travail importante pour Milan-San Remo, pour le Tour des Flandres, pour Paris-Roubaix bien sûr. On va voir si Fabienne Cancellara sera toujours aussi performant sans avoir participé au Qatar. Paul Mingui sur le hashtag Vélo Extra qui pose cette question. Peut-être que lui aussi a suivi le Super Bowl cette nuit, parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé en début de retransmission. Pour quelles raisons les ethics ne sont pas présents? Pour des raisons disciplinaires. L'organisateur a pris cette décision. On fait visiblement trop la fête du côté de la formation Ethics Quick Step, et il y a eu quelques débordements lors des dernières années, et précisément l'année dernière, avec plusieurs coureurs de cette formation, et on a donc pris la décision de sanctionner en quelque sorte l'équipe belge et de ne pas
inviter les hommes de Patrick Lefebvre. Ça n'en est pas vanté Patrick Lefebvre de ça. Non, Hein. non, 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 non. C'est vrai que je me souviens lui avoir posé la question de savoir pourquoi il faisait pas le Qatar. Quand on a connu l'identité des équipes qui composaient le Tour du Qatar, il a dit non, cette année on a préféré changer de parcours, de programme. Non, non, cette année on ira plutôt à Valence, c'est moins loin, etc. Bon, maintenant on connaît un petit peu plus les tenants et aboutissants. Ah, Hervé du Clos Lassalle qu'on salue, Que qui je nous salue dit aussi, sur le ouais. hashtag Vélo Extra, petit plateau, vente face au Qatar, on roulait à bloc à 20 km/h, vente d'eau 53,11, ça peut paraître trop petit. Voilà, sans doute un souvenir du Tour du Qatar concernant Hervé du Clos Lassalle. Ouais, c'est vrai que c'est une course où même avec un braquet de 53 ce qui est quand même difficile à emmener, hein, les spécialistes le savent. Parfois c'est vrai qu'avec le vent favorable, quand on frise les 60 km/h de vitesse de croisière, on tourne les jambes à plus de 100 tours minute avec un 53, c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de courses sur le calendrier où on peut rouler aussi vite que sur le Qatar avec un vent favorable. Une des particularités, hein, notamment de ce tracé, de ce bitume au Qatar, c'est que, bon, certes, quand on va aller un peu chatouiller la bordure, on risque de crever, mais il y a pas mal de nids de poules également, de trous, et à cette vitesse, il faut bien tenir son guidon parce que sinon ça peut mal finir. Oui, il faut être hyper vigilant parce que c'est vrai que vous le voyez, hein, on a de belles portions, mais c'est vrai que parfois un petit moment d'inattention, un peu de fatigue au sein de ce peloton peut évidemment vous provoquer une chute et ça serait surprenant de voir aucune chute venir marquer cette édition du Tour du Qatar, mais il faut être vigilant. Vous voyez que là on a un petit peu relevé, on voit Van Summeren à l'arrière se relâcher. Bon, franchement je crois que c'est cuit, hein. On rentrera Non, pas. je pense pas. On sent qu'il y a un manque d'intensité et puis surtout tous les coureurs ne sont pas vraiment décidés à aller rouler à l'avant. On a la formation Skydive Dubai qui n'est pas représentée non plus à l'avant. Absolument, ce n'est pas nécessairement une surprise. Julien sur le hashtag Vélo Extra, quand sera-t-on fixé sur une éventuelle suspension des Katusha? Là, on l'a dit, il y a eu un cas positif pour l'instant, on attend des réactions du côté de l'Union Cycliste Internationale. Si Jean-Pierre Drucker fatigue un peu trop sur l'épreuve, il va se dire vivement dimanche. Oui, c'est pas mal, bien vu. Thierry qui fait de l'humour visiblement ce début de semaine. Océane. Bonjour Océane, merci Beansport Connect, je vais pouvoir vous suivre tout en allant à la fac. J'espère voir Greg Van Avermaet briller, pour l'instant il est devant, c'est le cas. Fac de quoi? Tiens, la question est posée à Océane, on attend la réponse sur le hashtag Vélo Extra. Ça vous intéresse pas Cédric de savoir ce que fait Océane dans la vie? Bien sûr, si. Ah oui, hein. Elle est fan de l'équipe BMC visiblement. Il y en a 4 devant, hein, c'est pas mal. Ils ont bien joué le coup aujourd'hui, il faut savoir que les équipes les plus représentées sont à 8. Enfin, normalement, on aligne toujours 8 coureurs. Hein. La seule formation, et nous l'avons expliqué tout à l'heure, qui n'a pas 8 coureurs, c'est la formation Giant Alpecin qui a été victime d'un accident à l'entraînement il y a une quinzaine de jours maintenant. Et donc, elle n'a pu aligner que 5 coureurs ici. Mais parmi les 5 coureurs, il y en a quand même 3 dans ce premier groupe, qui, vous le voyez, a toujours 54 secondes d'avance. On aperçoit Alexander Christophe ici en première position, Sacha Modolo, Mark Cavendish. Le Ravito qui nous dit ancien vainqueur d'étape sur Alcor Corniche, Cavendish 2 fois, Bonnen, Christophe, Guardini, les 3 sont présents dans les 21. Oui, ils sont présents, donc ils connaissent évidemment la région. Ça va être un match serré, mais bon, ce qui me laisse penser qu'il y a une ouverture de possible, c'est qu'il y a vraiment une intensité de course depuis le kilomètre 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les 40 derniers kilomètres pour mettre en route. Là, on va vraiment se rendre compte dans les 20 derniers kilomètres que certains coureurs qui sont ici dans ce premier groupe commencent à avoir tout simplement des pannes de cuisses. Et pourquoi pas voir un pur finisseur, un Daniel Hoss, essayer de tenter crânement sa chance. C'est pas impossible. Quel type de parcours pour les championnats du monde au Qatar, pose la question Flo BRT. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, puisque effectivement demain, alors que ça attaque Cédric. Ça attaque, on prépare peut-être le deuxième sprint intermédiaire. Ça sprint avec Mark Cavendish qui va déborder. Un peu compliqué de vous commenter ce sprint de face. Ouais. Et bon, bah là j'ai l'impression, hein, c'est Cavendish, moi, je pense que c'est Cavendish qui cette fois-ci s'impose, qui a devancé. C'est important, hein, notamment en vue du classement général. Bon, tout en sachant quand même que tout à l'heure, alors on va revoir ce sprint d'hélicoptère. Bon. Ah, c'est juste, hein, tout ouais, on voit pas. On n'a pas plus de. C'est pas beaucoup mieux. Non. Mais il n'y a personne là d'ailleurs pour relever les essais. Vous avez vu quelqu'un au bord de la route? Non, j'ai pas aperçu.
Ah, on a la réponse d'Océane, c'est gentil à vous, elle nous dit fac de psycho pour ma part. Fan de l'équipe BMC, on confirme. Ah, Mathieu qui réagit, les organisateurs se punissent eux-mêmes, il y a plein d'autres courses pour se préparer, pas d'Ethics, pas de Sky, pas de Tinkoff. 54 secondes, 34 km de l'arrivée. Et confirmation, hein, c'est bien Mark Cavendish qui l'a emporté devant Kuznetsov. Et cette fois, vous voyez, on n'a pas demandé à Alexander Kristoff d'aller faire le sprint. Ça veut dire que tout simplement, il estime qu'il a peut-être besoin de souffler un peu. Ce qui l'intéresse, c'est peut-être plutôt les 10 secondes et la victoire d'étape, plutôt que ces sprints. Très clairement, Cédric, si on ne s'impose pas là du côté de Mark Cavendish, c'est tout de même un aveu de faiblesse. C'est tout de même une grosse déception. Il est dans un groupe, une vingtaine, avec des équipiers autour de lui, avec notamment Tyler Farrar, avec Edvald Boasson-Hagen. Son principal rival s'appelle Alexander Kristoff. Il y a certes des coureurs rapides, comme Sam Bennett, comme Guardini, comme qui d'autre également, Sacha Modolo. Mais logiquement, sur le papier, Cavendish est plus rapide et devrait s'imposer. C'est lui qui a la pression sur les épaules. Le grand Cavendish ne peut pas être battu aujourd'hui et il n'y a même pas photo finish. J'ai envie de vous dire qu'on ne devrait même pas avoir la photo finish, c'est-à-dire que Cavendish, s'il est encore le grand sprinter qu'il était, doit lever les bras au ciel sans aucun problème, mais on a vu la semaine dernière qu'il avait un petit peu de mal à mettre en route. Bon, il a voyagé, il a été à la Cadel Ocean Race, il est passé par Dubaï, donc il a fait également de la piste, hein. Alors, il a fait la Coupe du Monde sur piste, faut s'en souvenir. Mais c'est son pari risqué, c'est-à-dire qu'il veut briller sur le Tour de France, il veut briller aux Jeux Olympiques, il veut briller un peu partout, Mark Cavendish. Il faut qu'il commence par s'affûter. Hein. Ouais, ça va aller, les 25 degrés vont lui faire du bien. C'est pas faux. On le reverra plus maigre vendredi. Allez, on va faire une première respiration, on se retrouve dans quelques instants, restez bien évidemment sur Beansport 2. Je vous rappelle que vous êtes nombreux et vous pouvez continuer à réagir sur le hashtag Vélo Extra, c'est un vrai plaisir de partager vos réactions, vos commentaires. On respire et on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Retour en direct sur Beansport 2 pour cette première étape du Tour du Qatar version 2016 avec une petite vingtaine de coureurs à l'avant de la course, dernier écart 52 secondes, et on s'est penché un petit peu sur notre profil. On a eu quelques messages également, on remercie ceux qui ont réagi. Première information, ne tenez pas compte nécessairement du kilométrage, on est à moins de 30 km de l'arrivée, c'est une petite erreur de la réalisation. On est à un peu plus de moins 25 km de l'arrivée. Il y a 7 km vraisemblablement de différence entre ce qu'on nous annonce et la position actuelle des coureurs. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va bien voir quand ça va accélérer sévèrement dans les derniers kilomètres. Oui, visiblement il y a 7 km de moins, donc nous n'allons pas tarder à apercevoir le panneau indiquant les 20 derniers kilomètres pour le groupe de tête. Et l'écart il reste 50, ça bouge pas trop. 55, 1 minute 5, ça varie. Et ce deuxième groupe est quand même bien plus fourni que on a presque le double, j'ai envie de vous dire qu'on a une bonne quarantaine, voire cinquantaine de coureurs dans ce groupe, mais on n'arrive pas à revenir. Tout le monde ne roule pas, tout le monde ne passe pas, donc on peut pas dire que pour l'instant soit particulièrement efficace. Non, on a un peu de mal à aller chercher ces 30-40 dernières secondes. Vous voyez que le vent vient de la gauche. On parlait tout à l'heure de ces bordures, les éventails, donc les coureurs qui profitent du coureur qui le précède pour être protégés du vent et qui viennent produire un petit effort en première position pour faire progresser ce groupe, et immédiatement on s'écarte et on reprend l'abri à l'arrière. Axisker sur le hashtag Vélo Extra, mondiaux, circuit modifié, pavé supprimé. Vous pouvez-nous en dire davantage? L'approche sera-t-elle la même demain? Rendez-vous demain, on le rappelle, parce que les coureurs vont emprunter à plusieurs reprises le circuit des championnats du monde. Oui. Donc là, on aura vraiment une idée extrêmement précise de ce que retrouvons notamment les coureurs présents pour ce mondial. Ah, Julien qui dit je continue à penser que le second groupe va rentrer. Ça réagit visiblement du côté de Patrick Lefebvre, Cédric, non? Patrick Lefebvre qui a réagi, semble-t-il, bien sûr, à cette non-invitation.
qui a mis en avant des lacunes en termes d'organisation pour justifier sa non-présence au départ du Tour du Qatar. Il est malin, Patrick Lefebvre. Ouais, il est malin. Ah, il aimait bien aller au Qatar quand même. J'avais l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'il aimait bien ça. Oui. Et vous le voyez, bon, je pense qu'on a encore sous la pédale dans ce premier groupe qui progresse à allure plutôt constante. Si on a vraiment la nécessité d'accélérer un peu pour empêcher le deuxième groupe de revenir, on en est capable. Donc à mon sens, ça va pas rentrer. Moi, je pense plutôt qu'on va se diriger vers une explication entre ces hommes. Puis ça commence à discuter. On a vu les cours de la formation Katusha. On va mettre en place une stratégie. On va mettre en place un train. Tout pour Christophe. Je pense que c'est vraiment important de remporter cette étape parce que ça va permettre à Alexander Christophe d'aller chercher 10 secondes de bonification. Attention, c'est pas l'homme le plus puissant dans un contre-la-montre. Il y en a de meilleurs que lui, comme Daniel Hoss par exemple ici au niveau de ce groupe. Donc il faut essayer d'engranger un maximum de bonification pour garantir peut-être dès aujourd'hui une victoire au classement général. Boasson-Hagen qui est un coureur qui va bien aussi dans les chronos, qui va assez vite. Mais là je pense qu'il est un peu coincé. On va jouer vraiment la carte de Mark Cavendish. On a Greg Van Avermaet qui lui a quand même quelques petites lacunes dans le contre-la-montre et qui a tout intérêt à essayer d'aller chercher aussi des secondes aux arrivées. On discute tout de même, on a abordé, c'est tout à fait normal, l'absence de la formation Ethics Quick-Step. Alors on a déjà mis en avant les raisons. Mais si on prend un petit peu de recul, un peu de, comment dire, si on se projette, est-ce que ça peut être un vrai problème pour la formation Ethics Quick-Step, notamment sur les classiques? Puisque habituellement on préparait la période des classiques sur le Tour du Qatar, avec un Terpstra qui peaufinait son coup de pédale, un Tom Boonen qui peaufinait son coup de pédale, et là on change de programme. C'est tout de même assez inhabituel, et généralement on n'aime pas trop au sein des équipes, quand on a un programme qui est établi, qui a fait ses preuves, on n'aime pas trop le modifier. C'est vrai qu'on n'aime pas trop. Moi j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans quelques semaines et puis si ça ne fonctionne pas comme ça fonctionnait par le passé pour cette formation, eh ben, ça sera simple et facile de dire que c'est cette absence justement de travail vraiment spécifique sur le Tour du Qatar qui aura causé probablement l'échec de la formation Ethics Quick-Step sur les classiques. Pour l'instant on n'en est pas là parce qu'il y a quand même d'autres compétitions, ils sont pas non plus à la maison à ouais, mais c'est pas le même travail. On peut se poser des questions. On a victime, est-ce qu'on a crevé là visiblement? Alors je sais pas, attention, on voyait un petit changement de direction, là il faut être prudent parce que vous voyez que le bloc Katusha, le bloc BMC fonctionne vraiment de façon homogène et si ces deux formations venaient à accélérer un peu, ils pourraient pourquoi pas mettre quelques coureurs en difficulté puisque nous ne sommes plus sur ces grandes routes. Vous voyez que là il y a une certaine forme de précipitation et même quand on est à 20 coureurs, on peut se faire éjecter d'une bordure. Vous savez ce qu'on va faire, Cédric? On va se débarrasser de la dernière pause publicitaire parce que ça commence tout de même à bouger un petit peu. Nous sommes clairement, ne tenez pas compte du kilométrage, nous sommes clairement dans les 20 derniers kilomètres. Ça va accélérer, passer les 15 derniers kilomètres et derrière on a des coureurs qui sont en train de lâcher prise sur cette petite route. Et il faut se battre bien sûr pour rester aux avant-postes. On va se débarrasser d'une dernière pause publicitaire et on se retrouve pour ce final. Ça va être passionnant parce qu'il y a du beau monde à l'avant de la course et notamment Mark Cavendish, Alexander Christophe, Sacha Modolo, bref un sprint royal à venir dans quelques minutes. Le final de cette première étape du Tour du Qatar version 2016. Nous sommes à moins de 15 km de l'arrivée. Je le rappelle, ne vous fiez pas au kilométrage affiché. Il pourrait y avoir quelques surprises. L'écart est repassé au-dessus de la minute. Vous découvrez notamment grâce à cette vue d'hélicoptère le premier peloton, me semble-t-il, avec on va faire un rappel de la composition de cette échappée et notamment des sprinteurs, de ceux qui ont l'opportunité, le potentiel pour s'imposer. Alexander Christophe bien sûr pour la formation Katusha, Mark Cavendish avec Edvald Boasson-Hagen à ses côtés, Tyler Farrar est présent également. L'équipe Giant Alpecin avec Søren Andersen, c'est le dossard numéro 21, Tom Stamschneider également à l'avant. La formation BMC, Greg Van Avermaet, Daniel Hoss, présent également Michael Scher, le Suisse. Voilà pour la formation BMC. Manuel Quinzato, également le coureur italien. Attention à Sam Bennett, déjà vainqueur d'une étape sur les routes du Tour du Qatar. Rapide au sprint, il peut, pourquoi pas, créer
la surprise. Arnaud Gérard est présent pour l'équipe Fortuneo Vital Concept. Vous l'apercevez là aux avant-postes du peloton dans la roue de Mikhail Morkov, également pour l'équipe Katusha. Andrea Guardini pour la Astana à l'avant de la course. Pas de Lotto Jumbo, pas de coureur de la formation AG2R, la mondiale. Un coureur de l'équipe United Healthcare. Et là on a Sacha Modolo également. Attention à Sacha Modolo pour la formation Lamprey-Merida qui est tout seul, esselé. Cédric, pas d'équipier autour de lui, mais on commence déjà à marquer un petit peu Mark Cavendish. Oui, on a Guardini, vous voyez ici d'hélicoptère, et Sacha Modolo qui ne passe plus. J'ai l'impression que Mark Cavendish reste aussi dans les 4 dernières positions. Vous voyez que ces coureurs qui sont ici à l'arrière de ce groupe ne participent plus à la poursuite. Et on a une attaque, il me semble, d'un coureur de la formation BMC, je vous le disais. Hein. L'étape a été difficile, elle a été rondement menée à près de 52 km/h de moyenne. Donc attention, il y a un coup de bordure qui est en train de se faire. Vous voyez, c'est Van Avermaet. C'est bien joué. Allez, accélération, c'est bien fait parce qu'on essaie de faire sauter les sprinteurs. L'équipe BMC qui accélère aux avant-postes. En première position désormais Danielos. Attention parce que là, on a 3 solides rouleurs. On n'a pas nécessairement de sprinteurs. C'est une excellente stratégie de la part de l'équipe BMC. Oui, c'était prémédité effectivement. Vous voyez hein, sur cette petite route qui était un petit peu plus étroite, on a vu la formation BMC avec en premier Greg Van Avermaet accélérer. Déjà quelques coureurs qui en ont fait les frais. Derrière, on a Arnaud Gérard qui est bien placé, vous voyez ici en 4e position. Et là, dans un cas de figure comme celui-là, il ne faut pas hésiter à passer, à se mettre en première position pour pouvoir reprendre les roues. Parce que quand on est dans les cailloux, dans les dernières positions, c'est quasiment impossible de suivre le rythme. Ouais, on n'est pas assez nombreux au sein de la formation BMC. Michael Scher, désormais le Suisse, qui vient aux avant-postes de ce peloton. Alexander Christophe est vigilant, ne se fait pas piéger pour l'instant. Greg Van Avermaet en 3e position. Ouais, je me demande si le but c'était pas essayer justement de se débarrasser de Guardini, Modolo et Mark Cavendish qui étaient à l'arrière de ce groupe. On a essayé de les surprendre tout simplement et vous voyez que ni Modolo ni Cavendish ne se sont fait avoir. Faut plus s'écarter là, on n'est pas assez, on vient pas chatouiller assez la bordure pour la formation BMC. Regardez, Christophe peut se protéger, Modolo peut se protéger du vent. On a également pour la formation Giant Alpecin, Soren Andersen. On n'est pas très bien organisé du côté de la BMC. Non, on pourrait mettre tout le monde dans la bordure. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que la formation BMC part battue sur cette étape en cas d'arrivée au sprint parce qu'on n'a pas vraiment le coureur capable de rivaliser avec Cavendish ou avec Christophe. Donc la seule possibilité pour la formation BMC, c'était effectivement de rouler. On avait Michael Scher. On a malheureusement perdu Daniel Oss. Vous voyez, on n'est plus qu'à 3 pour la formation BMC avec Van Avermaet, mais on n'a pas réussi à se débarrasser des vrais sprinteurs. Ouais, c'est un me peu semble, Cavendish est toujours présent, Christophe sans aucun problème. Arnaud Guardini. Gérard également la chance, la carte française dans ce final. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau là pour la formation BMC. Mais il fallait le tenter. Il fallait le tenter pour essayer de créer un petit, je dirais une petite sélection, s'est débarrassé de coureurs comme Christopher Jones, comme Daniel Oss, mais effectivement les meilleurs coureurs font toujours partie de ce premier groupe. J'ai l'impression qu'on est 16 maintenant, hein. J'ai rapidement compté, je pense qu'on est 16, donc on a quand même perdu 4-5 coureurs parmi ces hommes de tête. Est-ce que Mark Renshaw est encore là? Non, j'ai l'impression que Renshaw a explosé. Hein. C'est Boasson Hagen qui protège ici, vous voyez Mark Cavendish qui le ramène à l'avant. Est-ce qu'on a perdu Tyler Farrar pour l'équipe Dimension Data? Il était présent à l'avant de la course, Tyler Farrar. Guardini est toujours là. Arnaud Gérard bien sûr. Sorensen pour l'équipe Giant Alpecin. Michael Scher, Sacha Modolo. Manuel Quinziato, Greg Van Avermaet. J'ai l'impression qu'on a perdu Tyler Farrar. Je vous disais Renshaw, mais c'est Tyler Farrar bien sûr hein, qui n'est plus présent. Et par contre, regardez, la Katusha n'a rien perdu, on reste à 4. BMC a perdu Daniel Oss dans la bataille. Donc la force collective de la formation russe Katusha est bien présente. Et plus que jamais, j'ai envie de vous dire que c'est presque un tapis rouge pour Christophe. Là, hein. Ça a fait un petit écrémage tout de même. Vous sentez Alexander Christophe plus rapide que Mark Cavendish, Cédric? Sur ce premier sprint intermédiaire, on voit que c'est son retour à la compétition, Alexander Christophe. Et c'est peut-être la chance de Mark Cavendish parce que lui a quand même un peu plus de rythme dans les jambes. Mais bon, le match quand même s'annonce assez serré. Attention parce que Cavendish est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Son équipe Dimension Data, qui est un nouveau partenaire qui est arrivé dans le peloton international, est également à la recherche d'une première victoire cette saison. L'occasion est belle aujourd'hui pour Cavendish et sa formation. Mais en face, il y a Alexander Christophe. D'un point de vue collectif, il est clair que c'est l'équipe russe
qui domine hein, sur cette première étape, Cédric. Oui, hein, pour l'instant, je pense que la formation russe va pouvoir bien cadenasser et surtout ne pas se faire surprendre. Mais après, évidemment, en vitesse pure, on va voir si Alexander Kristoff ne va pas souffrir d'un petit manque de rythme. Toujours est-il que pour l'instant, Kristoff fait quand même une belle impression, hein. Vous voyez, il est bien entouré. Océane qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, qui ne tente à rien, c'était bien essayé. En bon fan qu'elle est de cette équipe BMC. C'est bien essayé, c'est dommage d'avoir perdu Daniel Oss parce que je vous parlais du contre-la-montre pour le classement général. Et bon, alors de toute façon, on ne peut pas non plus remporter une épreuve comme le Tour du Qatar avec un coureur qui n'est pas à 100%. Je pense que Daniel Oss n'est peut-être pas encore à 100%, il s'est tout simplement sacrifié. Mais vous savez qui peut espérer remporter dans cette configuration le classement général du Tour du Qatar? C'est Greg Van Avermaet, hein, qui Absolument. peut sur le chrono limiter la casse. Bon coureur de bordure bien évidemment, un vrai guerrier, et il peut ne pas se faire piéger, un peu le même profil qu'un Niki Terpstra d'ailleurs. Hein. Absolument, même profil, il a la même intelligence de course. Et puis il est surtout capable d'aller chercher aussi des bonifications. Hein. Petit détail, vous l'avez vu, Mark Cavendish qui resserre ses chaussures à 10 km de l'arrivée. Là on rentre désormais, Cédric, dans une phase de concentration extrême pour les sprinteurs. Oui, et la formation Bora Argonne, vous voyez, hein, qui est toujours aussi en bon nombre. On n'a perdu personne, on est toujours à 3 coureurs ici à l'avant. 3 coureurs de la formation BMC, 4. Le bloc Katusha est quand même relativement impressionnant. Guardini un peu isolé au même titre que Sacha Modolo. Et Mark Cavendish qui reprend les roues ici à l'arrière. On va observer, regardez le placement notamment des autres sprinteurs par rapport à Mark Cavendish. On a un Sacha Modolo qui semble marquer pour l'instant Mark Cavendish. En revanche, Alexander Kristoff ne se préoccupe absolument pas de Mark Cavendish. Il reste dans la roue de ses équipiers et il a bien raison. Oui, je crois qu'il peut se reposer justement sur ses équipiers. Même si un coureur venait à essayer de tenter de fausser compagnie à ce groupe, il y a quand même ce qu'il faut pour essayer de rouler à l'arrière. Mais voilà, je pense qu'un coureur comme Arnaud Girard, par exemple, que l'on voit ici continuer de collaborer, ne devrait pas hésiter sous la flamme rouge ou même à 2 km à tenter sa chance. On ne sait jamais. On a 2 cas de figure, hein. Où on est vraiment un coureur rapide au sprint aujourd'hui et on attend bien sûr les 200 derniers mètres pour produire son effort, ou alors si on n'a pas cette pointe de vitesse d'un Cavendish, d'un Kristoff, d'un Modolo, d'un Guardini, alors il faut essayer de tout simplement de tenter de devancer ce sprint final. Steph Dubuis sur le hashtag Vélo Extra. Allez, faudrait que Gérard tente de sortir cela 2-3 km, sinon aucune chance de toute façon. 2-3 km, ça fait peut-être beaucoup tout seul. Ça fait un peu beaucoup, hein, 1,5 km. Je suis en train de réfléchir, il n'y a plus un coureur de la formation Giant Alpecin devant. Ils étaient 3 et j'en aperçois plus. Hein. Je pense que ce sont ces coureurs-là qui sont peut-être, à mon avis, les vraies victimes de l'accélération de la BMC. Ouais, il y a eu un écrémage, c'est très clair, effectivement. On a perdu Andersen, qui a une belle petite pointe de vitesse. Stam Schneider et Weitens. Ouais. Les 3 coureurs de la formation Giant Alpecin ont été victimes au même titre que Daniel Oss et Jones. C'est-à-dire qu'on a perdu 5 coureurs. Ce qui signifie que Arnaud Girard est bien, puisque lui, il est toujours présent. Et il continue de rouler, hein. Ça c'est aussi important. Et l'écart a augmenté, 1 minute et 20 secondes. On va se disputer la victoire, 8 km 5 dans ce groupe. Bon, c'est tout bon aussi pour Sam Bennett, hein, que nous voyons ici avec ses 2 coéquipiers. Il va pouvoir profiter, je pense aussi, du travail de ses coéquipiers pour arriver au sprint. Sam Bennett avait conclu le chapitre 2015 de la meilleure des façons. C'est lui qui s'était imposé sur la corniche. Et s'il commençait l'année 2016 sur ce Tour du Qatar avec une victoire. On va assister à un très très beau sprint. Là tout de même avec Modolo, Mark Cavendish, Alexander Kristoff, Sam Bennett. Pourquoi pas des attaques dans le dernier kilomètre. Greg Van Avermaet. Pourquoi pas Arnaud Girard, une carte française, une cartouche tricolore dans ce premier peloton. Guardini également, faut pas l'oublier, hein, pour la formation Astana. Ouais, et puis lui il vient aussi du Tour de Dubaï, hein. Il a quand même aussi un bon petit rythme. Alexis qui nous dit Kristoff reprend un peu la compétition, mais ça reste tout de même un pur sprinter. Il va se jeter sur la ligne comme un mort de faim. Comme Cavendish, hein, d'ailleurs. Cavendish qui est dans la roue. D'ailleurs, ce n'est pas Alexander Kristoff là. Il s'agit de Bistrom. Sam Bennett qui reste dans la roue de ses équipiers. On continue, hein, pour l'instant de bien collaborer à l'avant. On a besoin de récupérer un petit peu au sein de la formation BMC, c'est normal. On a produit un effort violent il y a
quelques instants. Et Hélène Rius qu'on salue qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, toujours aussi impressionnant ces paysages du Tour du Qatar, le désert, Lars Boom qui revient de Zolder, ça doit lui faire bizarre. Oui, c'est pas du tout le même style. Ah bah si, on a un coureur de la formation, on a Andersen, hein. Je vous parlais de ce jeune coureur, voilà, ouais. il est, alors je l'avais peut-être pas aperçu, il a réussi à revenir. Donc c'est le plus rapide, hein. C'est le plus rapide de cette formation Giant Alpecin. C'est bien qu'il ait réussi à suivre le rythme imposé. Bon, si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière à Dubaï, on s'aperçoit a priori que celui dans ce groupe qui a la pointe de vitesse la plus aiguisée, c'est Mark Cavendish. On a un Sacha Modolo qui était un petit peu, enfin j'enlève Kittel, j'enlève ceux qui ne font pas partie du peloton. On a un Sam Bennett qui a décroché une place d'honneur, notamment sur le Tour de Dubaï. Voilà. Il avait terminé deuxième derrière André Greppel, alors attention. On a Guardini qui semblait sur le Tour de Dubaï être un petit peu en deçà, hein. Il n'a pas réussi à faire un top 3. Et puis surtout l'inconnu, c'est Alexander Kristoff, de savoir s'il a encore cette force qu'il caractérisait sur l'édition 2015. Alors ce rond-point, on va prendre, vous allez le découvrir dans quelques instants, on prend à droite. Il y aura un rond-point également aux abords de l'arrivée. Nous allons y revenir, mais ce final n'est pas très dangereux. Il n'est pas technique. Pas technique, hein, c'est du billard. Et regardez, hein, le braquet emmené par Kristoff, il est vraiment énorme. Cavendish également avec un gros braquet, Sacha Modolo. On a Edvald Boasson-Hagen. Y a-t-il de la fatigue du côté de Cavendish? Ça discute avec Edvald Boasson-Hagen, Arnaud Gérard en troisième position. Michael Scher qui parle avec Greg Van Avermaet. Est-ce qu'on prépare quelque chose? Il va attaquer Van Avermaet, hein. Je pense qu'il a tout intérêt à attaquer parce que de toute façon en vitesse pure il risque d'être piégé. La logique voudrait de demander à peut-être Michael Scher ou même Quinziato d'attaquer, d'essayer de déstabiliser un petit peu ce groupe qui temporise, hein. Vous le voyez, on temporise un peu, on prépare maintenant le sprint final. Gros plan sur Alexander Kristoff. On le rappelle, vainqueur à 3 reprises il y a un an sur les routes du Tour du Qatar. Il n'est pas encore affûté, exceptionnel. Non, non. Je regardais, bon, les combinaisons, elles ne pardonnent pas non plus, on l'icra, hein. Bon, pareil pour Cavendish, hein. Petite bedaine. Ouais. 4 km 5, moins de 5 km. Guardini qui s'écarte. Modolo. Bon, là ça va être une histoire de vitesse pure et de puissance. Cavendish qui a été battu sur la dernière étape de Dubaï, bon, déclarait quand même sur son compte Twitter qu'il avait réalisé une performance exceptionnelle en termes de puissance développée sur les 200 derniers mètres. Moi je suis pas certain, on va voir aujourd'hui, hein. Philippe qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Arnaud Gérard sera placé dans l'optique du chrono, c'était l'objectif de Sébastien Hinault. Oui, bien joué, hein, c'est bien joué. Déjà, de toute façon, c'est vraiment révélateur, hein. Le retrouver dans ce premier groupe d'une quinzaine de coureurs, c'est déjà révélateur. Ça veut dire qu'Arnaud Gérard, logiquement, va faire un top 10 sur ce Tour du Qatar, à moins de se faire piéger sur un coup de bordure. Maintenant, il faut peut-être essayer de bien jouer le coup aujourd'hui, pourquoi pas. Et lui aussi resserre ses chaussures. Il a une petite pointe de vitesse, Arnaud Gérard. Ouais, mais il faut essayer de devancer, hein. Là, de toute façon, il n'y a pas à regarder, hein. Bistrom, Kuznetsov et Morkov vont vraiment se mettre au service d'Alexander Kristoff. On a Boasson-Hagen qui va préparer le terrain probablement pour Mark Cavendish. On a Søren Kragh Andersen qui va se débrouiller seul, comme Modolo et comme Guardini. Et puis on a un Sam Bennett qui peut aussi compter sur le travail de son équipe. Vraiment, l'équipe qui n'a peut-être pas d'intérêt sur ce sprint, c'est la BMC qui devrait tenter quelque chose s'il en a les moyens. Et Arnaud Gérard, vous voyez, qui resserre encore une fois ses chaussures. Voilà, on va bientôt passer sous la banderole indiquant les 3 derniers kilomètres. 3 km 400 avec Alexander Kristoff qui passe son relais. Sacha Modolo visiblement a choisi de prendre la roue d'Alexander Kristoff. Guardini marque Sacha Modolo. Bon, là ça roule plus, hein. Vous voyez, on n'est plus vraiment en train, on n'a plus envie de collaborer. Maintenant on se focalise vraiment sur l'arrivée. Et là l'allure va se... Et on va se mettre en place désormais pour l'équipe Katusha qui prend la course en main. Mark Cavendish, regardez sa frotte pour prendre la roue d'Alexander Kristoff. 3 km, hein. Vous imaginez? Modolo qui essaye de rester dans la roue d'Alexander Kristoff. Mark Cavendish qui frotte épaule contre épaule dans la roue. Edvald Boasson-Hagen.
Oui, et c'est bien joué de la part de la formation Katusha. De toute façon, plutôt que de temporiser trop et de s'exposer à des attaques incessantes, il faut sacrifier un coureur jusqu'au moins la flamme rouge pour imposer un certain rythme. Vous découvrez Alcor Corniche là-bas au fond avec la ligne d'arrivée juste aux abords, hein, notamment de la mer là. Voilà le train de la formation Katusha avec Bistrom, Kuznetsov. Alexander Kristoff qui a l'air concentré, c'est Mark Cavendish qui est dans la roue. Morkov qui roule, hein. Coureur qui vient d'arriver au sein de la formation Katusha, et on lui demande, vous voyez, d'occuper la partie gauche de la route, c'est-à-dire pour éviter de protéger trop de coureurs qui se trouvent dans la roue d'Alexander Kristoff. Donc là on imagine que le vent vient de la partie droite évidemment, et on se bat à l'arrière, vous voyez, pour remonter, pour être protégé. Mikhail Morkov qui portait le maillot de la formation Tinkoff, transféré 1 minute et 28 secondes, c'est désormais terminé. On se retourne, voilà, on vient se replacer. Alexander Kristoff qui pour l'instant est bien protégé en 4e position. On aperçoit Manuel Quinzato qui remonte pour l'équipe BMC. Et vous voyez, un Morkov ne roule pas suffisamment sur la partie gauche parce que dans la roue de Kristoff, on est encore protégé. Ce qu'il faudrait à l'idéal, c'est que Kristoff roule sur la bande blanche, c'est-à-dire que le coureur qui se trouve dans sa roue, en l'occurrence Cavendish, soit quasiment dans les cailloux. Donc là, on est gentil du côté de Morkov. Moins de 2 km désormais. Attention à l'équipe Bora. Ouais, Sam Bennett, hein, sans aucun doute. C'est lui le plus rapide, c'est une certitude au sein de cette équipe et on va travailler. Attention à ne pas se faire coincer, à ne pas se faire enfermer avec Sacha Modolo, avec Andrea Guardini. 1,6 km désormais et toujours le travail de Mikhail Morkov. Oui, et surtout ce vent qui vient de la partie droite, vous le voyez. On a Boasson Hagen qui revient se placer pour Mark Cavendish. Voilà, on va prendre à gauche et là on va prendre le vent favorable. Donc on va rouler un peu plus vite. Changement de direction. Et on va aller chercher la ligne d'arrivée, accélération de Mikhail Morkov. Mikhail Cher est bien placé. On pourrait voir un coureur essayer d'attaquer avec un vent favorable, ça vous donne un petit peu une sensation de puissance. Oh, gros braquet pour Mark Cavendish dans la roue d'Alexander Morkov. Ça frotte encore, regardez avec Sacha Modolo. Il a failli tomber. Attention, on a failli partir à la faute là-bas sur la droite. La flamme rouge, le dernier kilomètre avec Mikhail Morkov, toujours en première position, qui se retourne. Pour l'instant, ça temporise, on n'a pas encore lancé le sprint. Attention à ne pas se faire déborder, attention à ne pas se faire enfermer pour Alexander Kristoff. Edvald Boasson Hagen qui va faire le travail, qui va venir protéger Mark Cavendish en 5-6e position. Pour l'instant, on n'aperçoit pas notre chance française. Arnaud Girard qui pour l'instant reste à l'arrière. Attention à Guardini qui reste vigilant tout de même. L'énorme travail, encore une fois, de Mikhail Morkov. Ça y est, c'est terminé. On vient de s'écarter. On va gagner encore quelques kilomètres heure avec Alexander Kristoff qui est bien placé. 2e, 3e position pour l'instant. On va suivre ce sprint. Mark Cavendish, Sam Bennett qui vient frotter Mark Cavendish. Cavendish dans la roue, notamment d'Alexander Kristoff. Pour l'instant, on reste caché du côté des sprinteurs. Attention, on gagne en vitesse. Le sprint est lancé cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est lancé avec Cavendish. Cavendish le plus puissant. Modolo, Cavendish en première position. Mark Cavendish pour une première victoire de la saison. Attention à Modolo, Cavendish qui va s'imposer. Victoire de Mark Cavendish. Première victoire de la saison pour Mark Cavendish. Première victoire également pour la formation du team D-Merchant Data. C'était lui le plus rapide. Incontestablement, on a été bien emmené, Cédric, du côté de la formation Katusha pour Alexander Kristoff, mais pas encore assez affûté, pas encore assez véloce. Victoire de Cavendish. Trop juste, hein, trop juste. Alexander Kristoff avec un sprint qui lui convenait pourtant parfaitement, avec un vent favorable bien emmené par sa formation, mais on l'a rapidement vu, hein. Mark Cavendish était bien puissant, au même titre que Sacha Modolo et Guardini, il me semble, qui vient s'emparer de la 3e place. Alexander Kristoff tout simplement n'a pas encore la plénitude de ses moyens, et Mark Cavendish réalise le coup double puisqu'il gagne l'étape et il sera demain en maillot de leader. On revoit ce sprint, vous voyez, c'est net et sans bavure. Kristoff n'a pas la puissance de l'année dernière. Non, on se rassoit pour Alexander Kristoff. On a un Sacha Modolo qui revient à hauteur du pédalier mais qui n'arrive pas à passer. Qui s'est fait un petit peu coincer tout simplement. Le problème pour Sacha Modolo, c'est qu'il n'avait pas forcément la bonne roue. C'est Mark Cavendish qui a manœuvré à la perfection. Depuis quelques kilomètres, il était dans la roue d'Alexander Kristoff et puis il a profité tout simplement d'une petite baisse de régime, parce qu'on peut parler d'une baisse de régime. Kristoff n'a pas été capable de maintenir, voire d'accélérer le rythme dans les 200 derniers mètres. Il s'est écrasé.
Mark Cavendish qui décroche, c'est une victoire importante pour le moral, hein, c'est bien pour un sprinter notamment de lever les bras. Et puis quand on regarde un petit peu le classement, il y avait des clients hein, tout de même. Derrière pour les places d'honneur, on vient sprinter, pas beaucoup d'intérêt, mais on vient chercher quelques places tout de même. On est pointé à 1 minute et 42 secondes. Hein, trop loin, on a perdu du temps. Ouais, on a perdu le Tour du Qatar aujourd'hui pour ces coureurs malheureusement, parce que non seulement on ne gagnera pas l'étape, mais on ne pourra jamais aller rechercher 1 minute 40. Donc le vainqueur de cette édition se trouve bel et bien à l'avant de la course. Et la satisfaction, nous le voyons aussi de l'arrière, c'est cette belle victoire de Mark Cavendish qui ouvre enfin son carnet de route 2016. Et on a un Greg Van Avermaet qui est resté dans la roue pour rester au contact des tout meilleurs, pour pas perdre de secondes. On a déjà une petite idée sans doute derrière dans un coin de la tête pour espérer remporter le classement général. Mais victoire aujourd'hui de Mark Cavendish, c'est pas mal, ça a de la gueule tout de même d'avoir Mark Cavendish leader du Tour du Qatar. Oui, c'est bien, il a déjà brillé ici sur les routes du Tour du Qatar, mais là cette année c'était pour lui important de retrouver le chemin de la victoire. On l'a dit hein, sur le Tour de Dubaï, il est toujours tombé sur plus fort que lui. Voilà, il a profité de cette occasion pour s'imposer aisément, j'ai envie de vous dire, devant Modolo Guardini. La déception du jour, c'est pour Alexander Kristoff parce qu'il ne va pas chercher de bonification ici sur cette arrivée. On a senti un Alexander Kristoff peut-être moins en jambes que l'année dernière. Et on a un Jérôme Pinault qu'on salue, qu'on embrasse, qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Cav is back. Alors est-ce que c'est le début d'une grande saison pour Mark Cavendish? Quoi qu'il arrive, c'est toujours important bien sûr pour le moral de lever les bras. Ça lance parfaitement une saison et on a bien travaillé, on est satisfait forcément au sein de l'équipe Dimension Data. Oui, parce que j'avais même l'impression qu'il n'était pas super Mark Cavendish, hein. Il n'était pas vraiment à l'aise sur le vélo et vous voyez toute sa classe qui ressort aujourd'hui. Regardez, il est idéalement placé à ce moment-là dans la roue d'Alexander Kristoff qui lui est parfaitement emmené par son équipe. Et à ce moment-là, on peut se dire un Alexander Kristoff de 2015 va tous les exploser parce qu'on a vent favorable. Et regardez, c'est bien joué de la part d'Ed Balbo à Sonhagen qui reste aux côtés de Mark Cavendish, ça évite qu'il se fasse coincé par l'extérieur. Garde du corps de Mark Cavendish pour éviter qu'un coureur ne vienne le gêner. Et voilà, on voit tout le travail préparatoire des coéquipiers de Kristoff. Et c'est dur, hein, ça va vite parce qu'on est évidemment vent favorable. On ne peut pas dire qu'Alexander Kristoff ait été déposé trop tôt. Non, c'était bien joué de la part de l'équipe Katusha. Collectivement, il n'y a pas de reproche à faire. Ça s'est joué à la pédale après entre sprinters. Cavendish était tout simplement le plus rapide. Regardez, on voit le panneau de 200 mètres. Le sprint n'est toujours pas lancé. Voilà, on lance à ce moment-là à 200 mètres. Et immédiatement, on voit que Cavendish est plus puissant que Kristoff. Immédiatement. Sur les premiers coups de pédale, hop, on passe. On a plus d'injection. Hein. Ouais, c'est net et sans bavure. Ils sont hein, notamment Modolo qui vient sur sa droite. Alors il ferme un tout petit peu légèrement au métier. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une mise en danger. Regardez les écarts, le classement général avec 8 secondes de retard pour Modolo, 11 pour Guardini, 2 Italiens sur le podium provisoire et 10e position, premier français. C'est bien pour Arnaud Gérard. Oui, c'est bien parce que ce classement va encore être évidemment modifié. Il va falloir essayer d'être vigilant, de ne pas se faire piéger demain ou sur une autre étape. Et je pense qu'au soir de la 3e étape, c'est-à-dire sur le contre-la-montre de Lusail, on aura probablement encore des écarts qui seront plus importants. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous et à demain pour la 2e étape. On se retrouve demain pour la 2e étape. Soyez au rendez-vous puisque cette 2e étape proposera tout simplement le circuit des futurs championnats du monde. Vous découvrirez tout cela en direct sur les antennes de Beansport. Mark Cavendish déjà prêt pour aller au protocole qui va dans quelques instants endosser le maillot de leader du classement général. Belle journée pour lui et belle journée pour son équipe Dimension Data. Rendez-vous demain à partir de midi sur les antennes de Beansport et merci à vous pour toutes vos réactions sur le hashtag Vélo Extra. Victoire nette et sans bavure aujourd'hui pour Mark Cavendish. Passez une très belle journée sur les antennes de Beansport. À demain, bye bye.